Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus m'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parlais de prétotyper et prototyper, tester pour des risques. Donc c'est un peu, ça reste cohérent avec la présentation précédente, donc vous allez parfois être perdus. Pour ceux qui étaient là. Je me présente rapidement, je m'appelle Noémie, je suis senior product designer depuis 15 ans. Je viens de Bordeaux, donc c'est loin. Et en termes de conférences, j'aime bien parler d'inclusivité, de design, d'UX, d'agilité et aussi d'IA. Donc, et vous avez mon LinkedIn si vous voulez échanger plus tard. Je suis aussi membre des Duchesses France, qui est un collectif de femmes dans la tech. Donc ça nous permet d'échanger, de se retrouver à des événements et aussi de s'enrichir les unes et les autres. Donc on va rentrer dans le sujet. On teste quand? Donc la plupart du temps, on teste partie développement, QA, production. On va tester pour vérifier la qualité, pour vérifier que ça fonctionne. Ça c'est classique. J'ai envie de dire, des fois, il n'y a même pas ça. Et sur la partie qui est plus en amont, stratégie et conception, en fait, on n'a pas forcément grand-chose. Alors, on va aussi se poser la question de pourquoi on teste, pourquoi on veut tester. Mais avant tout, c'est pour vérifier les fonctionnalités, vérifier que les devs ils ont bien travaillé. On teste aussi avant tout pour éviter les bugs, parce qu'effectivement, une expérience utilisateur avec des bugs ou des fonctionnalités qui ne marchent pas, c'est pas fou. Et aussi offrir une bonne expérience à l'utilisateur et à l'utilisatrice. Donc ça, je veux dire, c'est un peu plus ma partie. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la loi du pic et de la fin. Donc c'est une loi en fait où les gens ils vont juger une expérience de vie en particulier sur ces moments intenses, positifs comme négatifs, mais aussi sur la façon dont elle se termine. Donc par exemple, vous allez concevoir un produit, vous allez concevoir une expérience, et en fait les moments clés de votre produit, de votre expérience dans le parcours utilisateur, s'ils sont positifs, en fait, l'utilisateur va sans doute retenir que l'expérience globale est positive. Mais en fait, si le moment clé, le moment charnière, hyper important, il est négatif, en fait, l'utilisateur il va peut-être retenir que l'expérience globale, elle est négative, que le produit global est négatif. Donc, il y a vraiment des endroits où, si l'expérience, elle est mauvaise, aussi au début et à la fin, en fait, l'utilisateur, il va résumer son expérience à ça. Même si il y a 80% qui est bien, en fait, les 20% qui se sont mal passés, en fait, ça va résumer son expérience. On le voit aussi dans les feedbacks même de produits ou des choses comme ça, ou même d'autres choses qui ne sont pas forcément digitales. C'est les gens vont plus vite partager et à plus de monde s'ils ont vécu une expérience négative que s'ils ont vécu une expérience positive. Donc le bouche à oreille négatif va plus vite marcher. En termes de chiffres, il y a 90% des startups qui échouent au démarrage. Donc c'est assez conséquent comme chiffre. Et dans ce chiffre, c'est 42% à cause d'une mauvaise lecture de la demande du marché. Donc en fait, ils ne sont pas allés voir leur marché ou ils l'ont mal lu. Et du coup, en fait, ils ont échoué à cause de ça, en grande majorité. Et un autre chiffre, c'est 6% des fonctionnalités de votre produit sont utilisées en moyenne par utilisateur. Donc ça veut dire qu'on a 94% de ce que vous avez développé, c'est pas forcément utilisé par vos utilisateurs. Donc c'est un peu dommage, c'est quand même de l'argent. L'échec, ça a un coût. J'ai envie de dire, plus on échoue tard, plus ça nous aura coûté de l'argent. Pour revenir un peu sur la conférence précédente, en termes de culture, l'échec en France, on n'a pas la culture de l'échec, on le vit mal, c'est quelque chose dont on ne va pas parler. Alors que par exemple, moi je dis, j'aimerais un jour qu'on ait ce genre de conférence en France, c'est que c'était à Montréal, au Québec, ils avaient fait le Fail Camp et c'était que des conférences sur le fait d'avoir échoué dans leur projet. Donc on n'a pas du tout le même rapport à l'échec ici. Donc l'idée, c'est effectivement le graphique que je vous ai montré au début, donc stratégie, conception, on n'avait pas grand-chose, mais là l'idée en fait c'est de tester à ce moment-là pour dérisquer au maximum, c'est-à-dire on ne va pas
développer, partir en production, et au moment où on est en production, on a mis énormément d'argent dans le produit, en fait, les utilisateurs, ils n'en veulent pas, ça répond à aucun besoin, et en fait, là, on peut déposer le bilan. Et ça, on va le voir avec le prototyping et le prototyping. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le prototype? Alors, j'ai un super spot dans les yeux, mais je vois pas grand-chose, personne qui lève la main. Et il y en a qui connaissent le prototype? Voilà, c'est un peu plus connu, donc ça. Donc, prototyper, comment ça va nous aider? La personne qui a inventé et qui a écrit un livre sur ça, c'est Alberto Savoia. Donc, il a écrit le livre The Write It. Donc, il est en anglais, le livre. Mais on a Elalami Lafki, je ne vais pas écorcher le prénom et le nom. Il l'a réécrit en français. Donc, il l'a fait en mode prototype. Donc, il a fait une première version, il l'a traduit, elle est disponible en PDF gratuitement. Donc, voilà, c'est assez sympa si on n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais. Ce qu'il y a à retenir de Alberto Savoia dans son livre, c'est « Make the right product before make it right ». Donc faire le bon produit avant de le faire bien, parce qu'effectivement, vous pouvez développer quelque chose super bien fait et tout, mais en fait, si c'est pas le bon produit pour vos utilisateurs, que ça répond à rien, en fait, ça marchera pas. Et j'ai envie de dire, dans l'autre sens, c'est un peu pareil. Si vous avez trouvé le bon produit à faire, mais qu'en fait, vous le faites mal, en fait, les utilisateurs, ils vont pas l'adopter non plus. Le prototype, c'est vraiment, pour retenir quelque chose, c'est mesurer l'appétence du marché. C'est vraiment savoir s'il y a une appétence des utilisateurs sur votre concept, sur votre idée, sur votre produit. Alors, comment on va faire? Il y a différentes techniques dans le prototypage. Donc, je vais vous les lister. J'ai listé assez rapidement. En fait, c'est les techniques qu'on va retrouver dans le livre. On peut les avoir en visibilité et je pense qu'il y en a que vous avez déjà vu et que vous connaissez. Le premier, c'est le turc mécanique. Donc là, ça va être vraiment remplacer un système, logiciel ou matériel complexe et coûteux par des êtres humains. Par exemple, si vous voulez lancer votre on va rester truc tendance, chatbot IA, si vous voulez peut-être vous lancer là-dessus et qu'en fait, il y a un coût énorme à développer derrière techniquement, en fait, peut-être que sur vos tests, vous allez avoir l'utilisateur d'un côté et quelqu'un de l'autre côté qui va lui répondre à la main. Et après, une fois que vous avez validé votre idée, vous pourrez investir pour le développer. On va voir le Pinocchio. Donc là, c'est construire une version non fonctionnelle sans vie du produit. On va avoir le produit minimal viable, donc MVP. C'est créer une version fonctionnelle de votre produit, mais vraiment réduite aux plus simples expressions fonctionnelles. Donc vraiment le minimum pour aller tester. On va voir le provincial. Donc ça, c'est en fait, avant de lancer dans le monde entier, en fait, vous lancez sur un petit échantillon. On teste pas grandeur nature. On va voir la fausse porte. Donc là, c'est créer une fausse porte d'entrée vers un produit qui n'existe pas encore sous aucune forme. C'est un peu le principe dans les films des saloons, ou les westerns, en fait, ils vont pas construire tous les bâtiments, ils mettent juste la porte avec le battant, mais derrière, il n'y a rien du tout. C'est le même principe. On va voir le prétendre avoir. Donc là, c'est avant d'investir dans l'achat de ce que vous avez besoin pour votre idée ou votre produit, en fait, vous allez le louer ou l'emprunter. Donc après, vous allez le montrer, vous allez voir en fait l'intérêt des gens, des choses comme ça. Et vous avez la réétiquette, donc label. C'est mettre une étiquette différente sur un produit existant et qui ressemble au produit que vous voulez créer. Par exemple, vous voulez lancer, je ne suis pas dans le digital pour le coup, une nouvelle marque de boisson, un nouveau produit, par exemple une bière sans alcool, sans gluten. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, je crois qu'il n'y en a même pas. Mais en fait, vous allez prendre une bière, vous allez coller votre étiquette et vous allez voir en fait si les utilisateurs ils la prennent. Vous l'arrêtez avant qu'il aille l'acheter, mais au moins vous voyez si l'utilisateur il a un intérêt pour votre produit sans vous intervenir et sans biaiser le résultat. Donc après, effectivement, on va avoir différentes techniques pour le prototypage, mais il va falloir mesurer le taux d'engagement, parce qu'effectivement, en fonction de l'engagement de l'utilisateur, c'est pas la même chose. Le premier engagement, ça va être des choses assez simples, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour l'utilisateur. Donc là, je reste quand même sur le digital.
c'est liker ou commenter un post. Vous avez lancé votre produit, vous lancez quelque chose, une page non fonctionnelle. Like, commente. Ça ne fait pas beaucoup d'engagement. C'est un petit engagement, mais voilà. Après, on va voir le meilleur engagement, ça va être les informations personnelles. C'est là, en fait, on va demander à l'utilisateur de donner ses informations personnelles, son nom, son prénom, son adresse mail, pour le relancer plus tard, quand le produit sera sorti, ou pour bénéficier d'une réduction. Et là, après, le meilleur engagement, j'ai envie de dire, c'est quand la personne, elle va précommander, en fait, elle est déjà prête à payer, à rentrer ses informations bancaires pour avoir le produit dès qu'il sort. Ce qu'il faut aussi savoir, surtout, c'est que l'utilisateur ne sait pas que c'est faux. Il ne faut jamais qu'il sache que en fait, il est en train de participer à un test, parce que ça peut complètement biaiser la mesure de l'appétence. C'est un peu comme quand vous demandez à votre famille, à vos amis, « Ah, t'en penses quoi de mon idée et tout, machin, je veux faire ça, je veux faire ça ». Ils vont pas vous dire « C'est pourri, arrête ». Voilà, il y a forcément un biais. Donc là, en fait, l'utilisateur, il ne va pas savoir que c'est faux tant qu'il vit l'expérience, tant qu'il vit le test, et il le sait à la fin, quand s'il veut payer la bière, il ne peut pas, ou s'il veut s'inscrire à un site où il a vu quelque chose, mais en fait, on va lui dire, on est sur un test, ou en fait, on ne sait pas encore, voilà. Mais au moins, vous pouvez mesurer le taux d'engagement avec le moins de biais possible. Alors, là, je vous ai parlé de prétotyper. Maintenant, je vais vous parler de prototyper. Donc, prototyper, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui connaissaient. C'est quand même quelque chose assez répandu. Donc, l'objectif, c'est prototyper, c'est tester auprès des utilisateurs et des utilisatrices. C'est vérifier le besoin. Donc là, on est un peu plus concret. Moi, j'ai mon idée, mon concept, mais du coup, c'est vérifier que l'utilisateur, ça répond à son besoin, la manière dont j'ai traduit la solution. Et aussi vérifier sa compréhension. Comme sur le prototype, on est sur du concret. Effectivement, l'utilisateur, ok, on a compris le besoin, on est sûr de l'appétence, mais en fait, la manière dont on va le concevoir, en fait, il va peut-être comprendre ou pas comprendre ce qu'on a conçu, parce que en fait, on s'est trompé sur le vocabulaire employé, ou on a amené trop de complexité. Donc voilà, il faut aussi vérifier la compréhension, parce que ça peut être aussi... vous cochez la case, c'est le bon on répond aux besoins, mais en fait, si l'utilisateur ne comprend pas, en fait, il ne va pas utiliser non plus, il va abandonner, et en fait, pareil, votre produit ne servira pas. Et bien sûr, le fait de tester le prototype, en fait, ça va permettre de dérisquer le développement. Parce que ce serait bête d'envoyer quelque chose en production qui, en fait, finalement, les utilisateurs ne comprennent pas, on a mal répondu aux besoins. Et je veux dire, en termes de coût, le développement, c'est quand même une partie assez importante. Donc les différents types de prototypage, donc là c'est assez simple. On va avoir un écran en image. Donc après, je veux dire, si vous avez un designer, c'est encore mieux. Mais en fait, vous pouvez carrément concevoir des écrans sur PowerPoint ou sur Balsamiq. Enfin, il y a plein d'outils pour tester rapidement. Vous pouvez lui montrer l'image et vous lui posez des questions. Faut toujours faire attention. Et ça, c'est aussi l'expertise designer, c'est que les questions ne doivent pas être biaisées. On peut très vite amener du biais dans les questions pour que l'utilisateur aille dans notre sens. Donc ça, il faut faire très attention. On peut avoir un parcours de maquette, donc là un peu plus prototypé, où en fait il va cliquer, il va y avoir des interactions. Et on peut même avoir une version no-code rapide. Donc là, effectivement, ça va dépendre de l'expertise du designer ou de l'expertise que vous avez dans l'équipe. Mais vous pouvez aussi avoir des prototypes qui sont en no-code. En fonction des projets, des fois, pour tester, c'est limite plus pertinent d'avoir une petite interface qui est codée. Par exemple, si vous avez vraiment une interface au niveau d'une expérience avec des formulaires, des choses à saisir, voir si c'est pas trop complexe, ces choses-là, des fois, en no-code, c'est intéressant. Mais il faut avoir l'expertise. Hein. Vous n'arrivez pas sur un projet, j'ai pas l'expertise et je vais apprendre en même temps que je fais le test. On va voir comment on peut les combiner. Donc, prototype et après prototype. Dans le prototype,
Le prototype, c'est au sein d'un design sprint, donc on en a parlé rapidement tout à l'heure. Le design sprint, ça a été inventé par Jay Knapp, donc de Google Venture. Le principe, c'est en 5 jours, je vais dérisquer une idée, un concept. Donc je ne vais pas dérisquer un produit en entier, parce que 5 jours, c'est trop court. Mais on va dérisquer une partie qui peut être disruptive, ou vraiment on a besoin de s'aligner au niveau stratégie. Il faut qu'on la vérifie. Donc le premier jour, en fait, on va étudier un peu tout ce qui est données, tout ce qu'on a recueilli, et on va un peu définir sur quel périmètre on est. Le mardi, c'est la partie un peu créative, idéation. Donc là, tout le monde va imaginer des solutions. Et après, on va pouvoir, le mercredi, partager ces solutions. Et on va décider quelle solution ou quel morceau de solution on prend quand c'est possible pour ensuite concevoir le jeudi. Dans l'idéal, on a un designer le jeudi pour le prototypage. C'est pas obligatoire. Il y a dans le livre de Jay Knapp, en fait, il y a des sprints qu'ils ont fait sans designer, parce qu'en fait, on peut très bien tester, faire des prototypes avec un PowerPoint. Enfin, on peut se débrouiller. Et le designer, il est aidé par toute l'équipe pour produire le prototype. En termes de contenu, ça fait de l'aide, c'est-à-dire que le designer va concevoir l'interface et en fait les autres vont aider sur le contenu, sur ces choses-là. Et le vendredi, on teste avec des utilisateurs. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, à la fin des 5 jours, en fait, vous savez si feedback utilisateur positif, on continue dans cette direction. Feedback négatif, les utilisateurs n'ont rien compris, ça ne correspond à aucun besoin, on ne part pas du tout sur ça. Retour mitigé, en fait, c'est peut-être qu'il faut pivoter. Ça ne correspond pas exactement, donc on pivote un peu. Donc là, je vais vous parler d'une première expérience où j'ai utilisé le prototype et le prototype. Donc c'était pour un magasin, un site e-commerce. Donc l'idée, c'est de tester l'intérêt des utilisateurs et des utilisatrices sur un programme de fidélité. Donc l'idée, c'était de dérisquer l'investissement. Donc prototype, on a fait des flyers à distribuer donc, dans les magasins en réel. On donnait des flyers et il y avait des informations sur ce programme de fidélité et ils pouvaient aussi remplir des informations. Donc on pouvait compter le nombre de flyers qu'on a distribués, le nombre de flyers qu'on a récupérés remplis et le nombre qui sont partis à la poubelle. À ça, on a ajouté une communication sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, peut-être Instagram. Donc voilà, on a rajouté du digital. À ça, on a rajouté un site fictif. Donc effectivement, les personnes qui voyaient la campagne sur les réseaux sociaux, en fait, elles pouvaient cliquer sur un lien et on arrivait sur un site fictif qui présentait l'offre de fidélité et la personne avait la possibilité de s'inscrire. On a aussi fait une newsletter, donc là en fait on attaque aussi une autre partie des potentiels utilisateurs et des clients. On va dire les personnes auxquelles on va distribuer les flyers ne sont pas forcément les mêmes qui vont voir la communication sur les réseaux sociaux ou qui vont consulter leur mail, leur newsletter. Donc on a rajouté une newsletter. Tout ça en fait ça nous a permis de créer un écosystème. Donc voilà, on touche différents types d'utilisateurs, on est sur différents canaux. Ça nous permet de mesurer l'appétence du marché de manière assez large. Parce que si on était resté que sur un segment, en fait, peut-être que ce segment-là, il était plus ou moins intéressé, mais qu'un autre segment était plus intéressé. Donc, il vaut mieux faire plus large. On fait du transverse, les communications se répondent entre elles, donc c'est plus pertinent. Et après, bien sûr, il fallait mesurer le taux d'engagement. Donc là, effectivement, la communication sur les réseaux sociaux, on va être sur le like, le commentaire. La newsletter, on va avoir le taux de clic, le taux d'ouverture, ces choses-là, et après le fait qu'ils aient cliqué dans les boutons de la newsletter pour accéder au site fictif. Et les flyers, en fait, les personnes, comme je vous disais, est-ce qu'elles ont pris le flyer, est-ce qu'elles ont rempli leurs informations, est-ce qu'elles ont rendu le flyer ? Et le site fictif qui va justement apporter le plus de taux d'engagement, où en fait la personne, elle va regarder le site et elle va dire je m'inscris à ce programme, je vais être prévenue quand ce sera lancé. Donc là, on atteint un meilleur taux d'engagement. Les clés de la réussite de ce prototypage, c'est avoir les bonnes personnes dans l'équipe.
parce que honnêtement, si on n'avait pas eu le responsable studio design qui a les personnes pour développer le site rapidement, si on n'avait pas eu la chargée de com qui a directement les accès sur les réseaux sociaux pour lancer les coms, enfin, si on n'avait pas eu les bonnes personnes, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire, voire impossible. En temps de validation, de procédure, choses comme ça. Voilà. Et aussi avoir les bons accès. Donc effectivement, vous lancez un prototype et en fait, il y a aussi un côté vraiment de rassurer l'utilisateur. Vous ne pouvez pas sortir une URL complètement qui ne correspond pas du tout au logo de votre client. Donc là, en fait, le fait d'avoir les bons accès, de pouvoir directement mettre sur le bon site avec la bonne URL, en fait, on reste cohérent dans l'expérience. L'utilisateur, en fait, il n'y a pas d'accro. Donc voilà, il est pas dans le doute. Et sur la partie prototype, donc là, en fait, c'est un prototype à tester auprès des utilisateurs et des utilisatrices. Donc là, c'est assez simple, c'est des maquettes interactives que j'ai fait sur Figma. Et du coup, l'utilisateur, on lui montait le prototype, il pouvait cliquer, on pouvait lui poser des questions alors, pendant qu'il testait, mais aussi après, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu en penses. On pouvait voir effectivement que... au global, on avait quand même beaucoup d'appétence sur la partie gratuite du programme de fidélité, un peu moins sur la partie payante. Les résultats à la fin du prototype, c'est des tests utilisateurs positifs. Enfin, tout le monde, au global, en fait, les retours utilisateurs, la compréhension étaient bons. Et surtout, c'est qu'un budget validé. Donc, en fait, le fait d'avoir fait du prototype et du prototype, on s'est appuyé sur des données réelles du terrain des utilisateurs. Donc, en fait, l'appétence était bonne. On a testé auprès d'utilisateurs un peu plus concrètes avec le prototype. Et ça a permis de faire une demande pour développer cette partie-là de programme de fidélité. Et en fait, le budget a été validé. Et apparemment, c'était l'un des seuls trucs qui avait été validé. Donc, c'était une réussite. Je vais vous faire un second Rex pour les banques. Et il va être assez court. C'était un fail. Pourquoi ? Parce que la banque, c'est très sécurisé. Et qu'il faut les bonnes personnes et les bons accès. Donc en fait, si on n'a pas ça, on ne peut pas envoyer des newsletters, on ne peut pas envoyer un mail aux clients de la banque. Et on ne peut pas avoir une URL de notre site ou quelque chose comme ça de la banque. Donc en fait, on ne peut pas envoyer aux utilisateurs, on peut pas envoyer un mail aux utilisateurs. C'était aussi l'une des seules portes d'entrée pour y accéder facilement. Et en plus, si je lui envoie une URL qui n'est pas du tout en rapport avec la banque, il va dire mais c'est du spam, c'est une arnaque, je ne vais pas cliquer dessus. Si en plus on reprend bien la charte de la banque, voilà quoi. Donc là, vraiment, on a appris de nos erreurs, j'ai envie de dire, et qu'il faut vraiment avoir les bonnes personnes dans l'équipe. On va parler d'exemples concrets. Donc par exemple, vous voulez écrire un livre. Un livre, c'est long à écrire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà écrit des livres ici. Non, personne. Il faut avoir de l'argent pour prendre le temps de l'écrire. Il faut aussi trouver un éditeur et il faut aussi trouver son public. Beaucoup de variables. L'idée, c'est que vous pouvez faire en fait un prototype. En fait, vous faites une image de votre livre, vous mettez un nom, vous mettez un titre, vous mettez une description et vous le mettez en précommande sur différentes plateformes pour voir si vous avez des gens qui le mettent en favori, s'il y a des gens qui payent pour de la précommande. Et à ça, vous pouvez rajouter une communication sur les réseaux sociaux pour alimenter le trafic vers cette page. Et là, vous pourrez aussi voir si les gens ils ont liké, commenté, s'ils ont cliqué sur le lien, donc vous pouvez mesurer les différents taux d'engagement. Vous voulez créer une formation, donc là, pareil, ça demande du temps de préparation. Il faut l'argent pour prendre le temps de la construire. Il faut aussi trouver son public. Donc là, par exemple, vous pouvez faire un post LinkedIn avec une image, une petite description pour préinscription ou, par exemple, code de réduction. Voilà. Les gens vont cliquer sur le lien. Ils vont regarder en détail votre site.
ça les intéresse, ils vont dire je m'inscris ou m'avertir quand la prochaine session ouvre. Et comme ça, vous pouvez mesurer l'appétence d'utilisateur sans vous lancer dans la production de votre formation. Vous pouvez très bien avoir, en termes de variables d'ajustement, si ça se trouve, c'est peut-être pas le contenu de votre formation qui n'intéresse pas l'utilisateur, mais c'est peut-être le titre de votre formation qui n'est pas assez engageant et qui ne répond pas à un vrai besoin utilisateur. Quand il voit ça, il fait « Ah mais oui, en fait, j'ai cette problématique, ça va m'aider ». Donc parfois, ça peut être juste le titre à revoir. Je veux lancer un nouveau produit. Donc là, pareil, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie, et il faut trouver ses utilisateurs et ses utilisatrices. Et là, j'ai envie de dire, un nouveau produit, c'est quand même un gros morceau, donc l'idée, c'est d'éviter l'échec. En fait, vous pouvez partir sur une vidéo des fonctionnalités de votre produit. Vous faites une petite vidéo teasing pour promouvoir les fonctionnalités, vérifier si ça répond aux besoins et même proposer en dessous de la vidéo inscrivez-vous en tant que bêta-testeur à notre produit et du coup vous pourrez les relancer si vous lancez votre produit et si effectivement les tests sont positifs. Et du coup ça veut dire que là vous avez juste besoin de faire une petite vidéo de présentation, vous n'avez pas besoin de développer les fonctionnalités. Il y a d'autres exemples que vous pouvez retrouver, je les ai pas forcément, je les ai pas abordés parce qu'ils sont déjà sur le site d'Alberto Savoia. Donc voilà, il y a des. Tout à l'heure, on a parlé d'Airbnb. Airbnb aussi, ils ont fait du prototype pour dérisquer au maximum ce qu'ils faisaient avant de se lancer plus loin. Et il y a plein d'autres exemples, il y a plein de boîtes qui l'ont fait. Conclusion. Tester, c'est pas qu'une affaire de QA, j'ai envie de dire. C'est pas qu'une affaire de qualité. C'est vraiment de la stratégie au delivery. Tester, c'est important et c'est vraiment l'affaire de toutes et tous. Et avec le prototyping et le prototyping, vous pouvez dérisquer vos projets très tôt en les testant rapidement. Merci pour votre attention.